Eh bien, bonjour messieurs, dames, bienvenue à ces conversations scientifiques. Merci d'avoir répondu aussi nombreux à l'appel de la forêt. Donc évidemment, l'allusion au roman de Jack London est claire. Mais en fait, est-ce que vous savez que la version originale, c'est pas l'appel de la forêt, c'est l'appel du sauvage. Dans cette petite introduction que je vais essayer de faire très courte, je vais jouer avec ces deux notions de sauvage et de forêt. Et donc, en guise d'illustration, je ne sais pas si vous connaissez l'ASPAS, qui est l'Association de protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel. Et donc, c'est une association qui, via des financements collaboratifs, achète du foncier, des terrains, en général très enforestés, et finalement les laisse en libre évolution. C'est-à-dire qu'ils ne touchent pas. Les êtres humains peuvent y aller, peuvent y circuler, mais on n'exploite rien. Même la cueillette est interdite. Alors peut-être que dans certains, il y a des champignons, mais voilà. Et donc, ils créent ce qu'ils appellent des réserves de vie sauvage. Donc, en quelques mots, c'est l'idée de rendre la forêt aux sauvages sans en écarter l'humain. La première avait été inaugurée par Jacques Perrin en 2014, donc le regretté Jacques Perrin, dans la Drôme. Et donc, cette idée de rendre sa liberté finalement aux forêts, on la retrouve aussi, par exemple, chez le fameux projet de forêt primaire que soutient Francis Allais. Et donc, certains se demandent pourquoi il n'est pas là. Et en fait, je parle sous le contrôle d'Artémis, c'est qu'il est parti signer les papiers officiels pour lancer ce projet en vrai. Donc, ça veut dire qu'il a le terrain. Et maintenant, c'est signé. Et donc, on peut dire qu'il est parti créer cette forêt primaire. On verra un petit peu ce que cette idée de forêt primaire regroupe, mais bon, voilà. Réenforester, réensauvager, c'est aussi le projet par exemple de Fabrice Hibert qui était l'invité l'an passé dans la saison d'art et qui sur les terres de ses parents reboise. On peut aussi penser à Sebastao Salgado qui est mort le mois passé, le 23 mai en fait, voilà. Donc il y a moins d'un mois. Pourtant c'est écrit, hein. Mais voilà, vous êtes trop nombreux, je suis perturbé. Et donc, dans son domaine au Brésil, avec sa femme, il a planté plus de 700 hectares de terre qui étaient épuisés par des années d'exploitation. Et donc, il a, pour ça, créé une ONG. Et donc, voilà, on est plusieurs à répondre à l'appel de la forêt. Et on avait déjà vu dans ces conversations sous l'arbre le bienfait que pouvaient procurer ces forêts. Donc je vous renvoie pour ça à la chaîne YouTube où toutes les interventions de ces conférences sont disponibles. Et là, on devait être sur la première saison quand il était question de bains de forêt, par exemple, avec Alex Kosker. Voilà. Et donc c'est une de ces forêts, l'Amazonie, qui a sans doute appelé Christian Lapie, un de nos invités, parce que quand il en est ressorti, en fait, sa carrière a changé du tout au tout finalement, et il s'est mis à créer ces sculptures monumentales, ces figures de bois brut et calciné, qui sont en fait pas sans rappeler les photos de Salgado finalement, qui a beaucoup travaillé le noir et blanc dans des zones un peu malmenées. Donc c'était la famine en Éthiopie, c'était le génocide au Rwanda par exemple. Et donc Christian Lapie nous présentera ses œuvres demain matin, je crois, c'est ça. Voilà. Donc là, je parle d'Amazonie, forêt assurément, mais sauvage, c'est pas archi sûr. En fait, on a tendance à croire aujourd'hui que c'est un modèle de forêt primaire tropicale, et on se rend compte qu'elle a finalement été beaucoup jardinée. Et donc, ce qui veut dire qu'une forêt tropicale n'est pas forcément primaire, et surtout, elle n'est pas figée. Et c'est ce que nous apprendra Artémis Anest. En fait, il faut plus voir dans une forêt, finalement, l'image est peut-être un peu hardie, mais un hall d'aéroport où il y a beaucoup d'espèces qui arrivent et beaucoup qui sont en partance. Et donc finalement, l'appel de la forêt concerne aussi les espèces et les plantes qui l'habitent. Et puisque j'ai fait une image un peu hardie, je vais partir sur une deuxième en me demandant si l'appel de la forêt auquel nous répondons tous n'est pas finalement une façon de réemprunter un chemin que nos ancêtres, il y a des millions d'années, ont emprunté quand nous sommes passés de la forêt aux savanes. Et depuis, avec toutes les péripéties qu'on connaît, ça a donné la civilisation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et c'est là où mon image est un peu hardie. C'est peut-être aussi le chemin qu'a emprunté Muriel Barbery, de sa forêt d'enfance du côté de Chinon, elle est partie parcourir le monde. Mais la forêt a toujours été présente à son esprit, elle se rappelle sans cesse à elle, ou au moins elle l'accompagne. Et donc c'est devenu
d'abord un thème et vous nous montrerez que c'est aussi devenu finalement une métaphore de votre activité romanesque, de la vôtre ou peut-être de l'activité romanesque au sens large. On verra ça ensemble. Et il y a une autre façon dont la forêt nous appelle, et c'est plus un appel au secours, en fait, un message d'alerte qu'elle nous envoie, parce qu'il y a un peu une urgence à la réparer, ou au moins à prendre soin, parce que la forêt est quand même un tantinet malmenée par cette fameuse civilisation qui est née de notre sortie de la forêt il y a quelques millions d'années. Donc je ne vais pas vous les rappeler, mais si quand même, ça fait toujours du bien. Réchauffement climatique, érosion de la biodiversité, extractivisme, exploitation à outrance, qui se traduit souvent justement par de la déforestation. En gros, dans le monde, sans vous inonder de chiffres, peut-être que d'autres y reviendront, c'est 40 terrains de football qui disparaissent chaque minute dans le monde, de forêt. Chaque minute. Là, ça fait 5 minutes que je parle, bah, ça fait 200 terrains de football, quoi. Donc voilà, les forêts nous appellent à l'aide, ou au moins nous enjoignent à leur apporter un peu de respect, un peu plus d'attention. Et donc c'est Ernst Zucker qui va nous parler de ça. Et donc il va nous décrire un petit peu cet écosystème et de la façon de pouvoir répondre à ces messages. Ça passe d'abord par mieux comprendre comment fonctionne la forêt, pour ensuite peut-être nouer de nouvelles formes d'alliances. Et donc là, je vais en revenir à ma première image de réserve de vie sauvage, parce que c'est sur cet exemple que se base Baptiste Morisot dans son ouvrage Raviver les braises du vivant, pour nous enjoindre à finalement retisser un tissu du vivant, parce que selon lui, le monde vivant, c'est une aventure de l'évolution où se trament ensemble toutes les espèces de la biosphère, ce tissu du vivant étant une force dynamique de régénération et de création continue. Finalement, c'est un peu ce qu'est une forêt, à son échelle, et c'est un peu ce qu'est l'ensemble du monde vivant, nous compris. Donc c'est pour ça qu'on fait bien de répondre à l'appel de la forêt. Et donc on va passer 2 jours ensemble pour répondre à ce fameux appel. Et pour commencer, c'est Muriel Barbery qui va nous inviter à une petite promenade, une promenade littéraire, où là, je l'ai dit tout à l'heure, la forêt sera d'abord un peu considérée comme un thème, mais ensuite comme une métaphore ou une parabole de votre travail romanesque. Et donc je vous cède la parole. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche, merveilleux. Merci beaucoup Loïc, bonjour à toutes et tous. Je dois préciser d'emblée que je suis romancière, je ne suis experte en rien et surtout pas en forêt. Je ne suis pas universitaire, je n'ai fait aucune recherche particulière sur la forêt. J'ai écrit des passages où il est question de forêt, mais ils ne sont pas si nombreux dans mon travail. Cela dit, il me semble tout de même que j'ai une petite légitimité à me trouver ici, puisque j'ai grandi en bordure d'une forêt et qu'elle n'est pas très éloignée d'ici. Loïc l'a dit, c'est la forêt de Chinon, qui est une vraiment magnifique forêt domaniale. Entre 7 et 15 ans, j'ai habité à 200 mètres de la Devinière de François Rabelais, sur le coteau de Seuilly, en pleine Rabelaisie donc. Et c'était une époque vraiment bénie parce que c'était il y a 40 ans, enfin c'était il y a entre 50 et 40 ans. Et c'était l'époque où on laissait les enfants libres toute la journée de se promener là où ils voulaient. Et donc j'ai passé mes soirées lors des beaux jours et mes week-ends à parcourir à bicyclette ou à pied tous les chemins de campagne et tous les sous-bois de la forêt limitrophe, qui est en lisière, enfin un petit peu plus loin, mais pas très très loin du village de Seuilly. Et je pense que, réfléchissant à l'appel de la forêt, elle a eu une incidence capitale sur moi. Et je me suis amusée à en retracer la généalogie. Je me suis dit que la seule manière que j'avais de pallier ma totale absence d'expertise, c'était de rechercher en quoi ma proximité avec la campagne et la forêt en particulier avait joué un rôle fondamental dans mon travail, dans ma vie et dans mon travail. Et de fait, c'est pas une coquetterie, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une incidence que je vais essayer de vous expliquer en parcourant quelques textes avec vous. Je dois dire aussi que je n'ai pas lu L'appel de la forêt.
de Jack London. Je me souviens très très bien du livre qui a paru, il était dans la bibliothèque de mes grands-parents. C'était la bibliothèque verte à l'époque, mais c'était une très très belle couverture où on voyait un chien de traîneau, visiblement, sur un fond de forêt, une forêt évidemment qui n'avait rien à voir avec les aimables sous-bois de la forêt domaniale de Chinon, une forêt de l'Ouest américain. Et je n'ai pas pu le lire parce que je ne supporte pas les histoires dans lesquelles il est possible qu'un animal souffre. Donc, je n'ai pas lu Cro-Blanc, par exemple. Il y a plein de livres probablement magnifiques et qui auraient pu parler profondément à mon cœur, mais que je ne peux pas lire pour cette raison personnelle. Là. Bref, je n'ai pas lu L'Appel de la forêt, mais j'ai grandi en pleine nature. Comme je vous le disais, j'ai aimé les sous-bois de la forêt de Chinon. Et mes lectures, d'abord, avant mon travail, ont été très largement influencées par ce goût de la vie au grand air. Pas un goût d'exploratrice, comme je vous le dirai plus tard. La forêt qui se trouve sur la couverture du livre de Jack London, je l'ai connue plus tard en allant dans le Colorado et en découvrant les forêts des massifs montagneux qui se trouvent à Crested Butte ou à Aspen. C'est une forêt qui m'est totalement inconnue et de fait, je n'ai pas beaucoup de goût pour la forêt sauvage. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Ce qui est certain, c'est que dans mes jeunes années, j'ai dévoré beaucoup de livres qui avaient à voir avec la nature et dans lesquels la forêt jouait un rôle capital. Alors ces livres, vous les avez sans doute lus comme moi. Ce sont les romans en particulier, surtout des romans de Colette, de George Sand, de Giono. J'ai lu et relu lorsque j'étais adolescente Les Enfants du Marais de Montforez. Qu'est-ce que j'ai lu encore? Il ne faut pas que j'oublie les références. Ah oui, un auteur dont je vais vous lire un extrait tout à l'heure, Henri Vincenot, auteur bourguignon, largement oublié aujourd'hui et considéré comme un auteur régional alors que c'est un écrivain magnifique. J'ai lu aussi Tolkien, dont je vais vous parler tout à l'heure, parce que la forêt dans Tolkien, c'est quand même une sacrée initiation. J'ai lu aussi, au moment où je m'intéressais à l'Asie, j'ai lu François Cheng et le rôle de la rivière, de la montagne et de la forêt dans la peinture et la poésie chinoise et dans le taoïsme en général. Et je me souviens très bien qu'à chaque fois qu'un passage méditatif et poétique s'arrêtait sur un chemin de campagne ou un chemin de forêt, j'étais transportée. Et je pense que cela vient de l'expérience intime de l'enfance et du fait que l'enfance a décidé, pour moi, du goût dans le roman de la poésie des arbres et des sous-bois et des frondaisons. Bien sûr, la nature et la forêt se retrouvent chez un de mes auteurs favoris, un auteur emblématique que j'ai lu déjà à l'adolescence sans rien y comprendre et que j'ai lu et relu ensuite... Et que j'ai lu ensuite de nombreuses fois et qui est Tolstoï. Dans mon deuxième roman, il y a un passage dans lequel Lévin... je restitue un passage de Guerre et paix dans lequel Lévin fauche... Non, de Anna Karénine, pardon. Dans lequel Lévin fauche avec ses paysans et qui décrit une osmose magnifique avec la nature. C'est celui qui me vient à l'esprit, mais ensuite il traverse les bois, il y a de très très belles pages sur la forêt dans Tolstoï, et en général chez les Russes, puisque comme vous le savez, des forêts ils en ont, et beaucoup. Bref, ce goût ne s'est jamais démenti, et je sais qu'il vient plus particulièrement de l'enfance, même si ces lectures ont parfois été plus tardives. J'ai été très tôt, et je me reste, fascinée, puisqu'on parle de Tolstoï, par la tombe de Tolstoï à Yasnaya Polyana. Peut-être avez-vous vu à quoi ressemble la tombe de Tolstoï? Non, vous ne le savez pas. Tolstoï avait demandé à être enterré dans une clairière.
une clairière où son frère et lui, lorsqu'ils étaient jeunes, avaient enterré un glaive qui était censé symboliser l'enterrement du principe du mal sur cette terre, du mal M-A-L, hein, bien sûr. Alors, comment il s'appelait? Le tertre de bois vert, enfin, j'ai oublié le nom précis. Et c'est un endroit absolument sublime, une clairière au milieu des arbres. Il y a une petite éclaircie en plein milieu de la forêt qui se trouvait sur son domaine, à Krasnaya Poliana. Et la tombe de Tolstoï est un simple tertre. Il n'y a absolument aucun signe qui puisse signifier que quelqu'un est enterré là, sauf ce petit tertre recouvert d'herbe, herboré, dont il a voulu que ça constitue sa dernière demeure. On sait que pour Tolstoï, comme pour Thoreau, la forêt en particulier représente un lieu de profonde possibilité de connaissance de soi, de connaissance de l'homme par lui-même, de lutte contre tout ce qui parasite sa nature profonde, sa nature humaniste. Je ne suis absolument pas spécialiste de l'un ou de l'autre, mais j'ai aimé ça dans leur texte. J'ai profondément aimé Wagden ou L'homme des bois de Thoreau, et j'ai beaucoup aimé aussi dans les grands romans russes de Tolstoï la manière dont il décrit son rapport à la nature et à la forêt en particulier. Mais ça, c'est un contexte très général. Maintenant, je vais essayer de plonger un peu plus en détail dans ce qui a fait ma formation. Alors d'abord, réfléchissant à cette influence, je me suis rendu compte qu'il y a un fait que je dois vous dire sur la façon dont je travaille et qui, je crois, est profondément lié à cette vie au grand air et à cette vie dans les bois lorsque j'étais enfant. Il se trouve que mes 3 premiers romans et tout ce que j'avais écrit jusque-là sans être publié, je les ai écrits à l'encre. Je les ai écrits avec un stylo plume, de l'encre noire sur du papier, dans des grands cahiers. Et pendant très longtemps, il me paraissait absolument impossible d'envisager d'écrire à l'ordinateur, d'écrire directement à l'ordinateur. Chose que je ne cherchais ni à justifier ni à comprendre, qui me paraissait une évidence totale. Alors, d'abord parce que ça correspondait à un processus d'écriture qui était le mien depuis que je savais écrire, et qui est le processus par lequel les écoliers apprennent à maîtriser la langue, écrite. Ensuite, parce que je trouvais ça beau, j'ai toujours trouvé magnifique de voir les lettres d'encre noire se poser sur le papier et créer des formes qui sont belles, si c'est sur un beau papier. Mais ce n'est que tardivement que j'ai compris pourquoi c'était si important pour moi d'écrire à l'encre noire. Alors, je ne suis pas spécialiste de la question, mais j'ai lu François Cheng, le grand spécialiste, enfin le grand illuminateur pour nous autres esprits occidentaux de ce que sont la poésie, la peinture, la philosophie chinoise. Et j'ai vraiment compris pourquoi j'écrivais à l'encre jusque-là, et puis, mais c'est moins important, pourquoi je n'écris plus à l'encre et pourquoi j'écris maintenant directement à l'ordinateur. La raison pour laquelle j'écrivais à l'encre est la suivante. D'après les philosophes chinois, largement inspirés de taoïsme, et je parle évidemment sans être spécialiste, l'art et la littérature ne sont que le souffle universel ou l'esprit universel, je ne sais pas comment il faut le dire, du monde, passé au prisme de la singularité de l'artiste ou de l'écrivain, qui transforme ce souffle en signe ou en trait, suivant qu'il est peintre ou qu'il est écrivain. Il y a donc l'idée que l'artiste ou l'écrivain est traversé par ce souffle qui, passant par son prisme, se métamorphose en quelque chose qui est ensuite partageable sous la forme d'un tableau ou d'une œuvre écrite. Et cette vague de vitalité qui traverse l'artiste ou qui traverse le créateur est précisément ce qui va constituer l'intérêt de son œuvre, la rencontre entre le tout de ce qui existe et sa forme de conscience propre. Or, cela n'est pas possible si la création n'est pas profondément incarnée, si la création ne passe pas par le corps, ne passe pas par la matérialité du geste de la main, par la matérialité de l'encre, du papier, du rapport entre tous ces éléments presque charnels.
Et je suis vraiment convaincue que la raison pour laquelle j'écrivais à l'encre n'était pas mon éducation scolaire, mais bien le fait que j'avais besoin de sentir le rythme du monde. Je ne vais pas dire souffle parce que la cartésienne que je suis est loin de cette dénomination, mais en tout cas, il y avait quelque chose de l'incarnation d'une vitalité naturelle dont j'avais besoin qu'elle se produise grâce aux gestes incarnés et grâce à l'encre sur le papier. Je ne sais pas si c'est clair. Oui. Et donc, c'est en lisant François Tcheng que je me suis rendu compte à quel point je ne pense pas que j'aurais écrit de la même manière si j'avais grandi dans une ville et si j'avais grandi dans un immeuble, si je n'avais pas passé ma vie au dehors et si je n'avais pas exploré, construit des cachettes, des huttes, des cabanes dans la forêt de mon enfance. Il est certain que je n'aurais pas eu, non seulement dans ses thèmes, mais aussi dans sa forme, dans son style, je n'aurais certainement pas eu la même écriture. Alors, c'était à peine une parenthèse parce qu'elle m'amène à une autre considération qui vient là aussi de l'enfance. Dans l'enfance, comme vous tous j'imagine, j'avais la capacité de vivre les choses dans un présent presque absolu. Et j'ai vraiment le souvenir de ces équipés, dans les bois avec mes petites amies du village. J'ai le souvenir d'instants de totale et absolue présence au monde, où ni le passé ni l'avenir n'existaient, cette jouissance que nous avons, enfants, à pouvoir nous jeter dans les choses à corps perdu, à être totalement absorbés par ce que nous faisons, à être entièrement en osmose avec ce qui nous entoure. Ce qui explique sans doute pourquoi une lecture qui a été vraiment bouleversante pour moi lorsque j'étais adolescente, ou jeune femme, c'est une saga dont vous avez peut-être entendu parler. Si ce n'est pas le cas, je suis très heureuse de vous la faire découvrir, d'un certain Orson Scott Card, dont je vais vous dire quelques mots, pas forcément aimables d'ailleurs, mais qui a écrit maintes sagas considérées comme de la fantasy ou comme de la science-fiction. C'est lui qui a écrit par exemple la stratégie Ender, dont vous avez peut-être entendu parler. Ça vous dit quelque chose ? Et il se trouve qu'il a écrit une saga que je considère comme un chef-d'œuvre, non pas de la littérature fantasy ou science-fiction, mais de la littérature tout court, et qui s'appelle Les Chroniques d'Alvin le Faiseur. Est-ce que quelqu'un les connaît ? Personne n'a lu Les Chroniques d'Alvin le... Si, vous l'avez lu, Maria ? Et alors ? Vous avez aimé ? Moi, c'est un livre qui m'a marqué, que j'ai toujours dans ma bibliothèque. Merveilleux. Vous allez donc être plusieurs, je l'espère, à le découvrir. Alors, The Tales of Alvin Maker ont été écrits dans les années, à la fin des années 80 par Orson Scott Card, un drôle d'écrivain parce que c'est un mormon de Salt Lake City qui, lorsqu'il s'exprime publiquement, dit des choses fort contestables et assez pauvres, et lorsqu'il écrit, est capable d'une richesse, d'une profondeur, d'une intelligence et d'un imaginaire absolument époustouflant. Et j'ai lu quand même beaucoup de ces sagas. Je crois que celle-ci, Les Chroniques d'Alvin le Faiseur, celle-ci est vraiment la plus belle, la plus intense, la plus profonde, la plus révolutionnaire aussi, littérairement, à tous les niveaux. Alors, je vous en dis quelques mots, et puis vous allez comprendre le rapport avec la forêt, bien sûr. Donc, les Chroniques d'Alvin le Faiseur racontent une histoire, alors c'est une uchronie, c'est-à-dire que ça se passe au moment de la conquête de l'Ouest dans les États-Unis, au tournant du 18e et du 19e, en gros entre 1790 et 1830, au moment du Far West, et elle met en scène le jeune Alvin, qui est le 7e fils d'un 7e fils, le fils d'un meunier qui lui-même était le 7e fils de sa mère, de ses parents. Ce qui confère, dans la mythologie de Orson Scott Card, ce qui lui confère des pouvoirs et des talents particuliers. Toute la saga est traversée par l'idée que tous les êtres humains ont des talents ou sont capables de charme ou de magie, le tout n'étant pas de la sorcellerie, mais une sorte
de croyance dans la démultiplication possible de nos talents lorsque nous nous connectons à la nature. C'est très beau parce qu'on y voit ce qu'a été la conquête de l'Ouest. Il n'y a pas de véracité historique parce que c'est une uchronie. C'est de la fantaisie parce qu'il y a de la magie et des charmes. C'est historique parce qu'en même temps, il y a des éléments historiques passionnants sur ce qu'a été la conquête de l'Ouest. Et en particulier, le premier volume s'appelle Le Septième Fils et met en scène l'arrivée d'Alvin sur Terre, et le second s'appelle Le Prophète Rouge, et le Prophète Rouge, c'est un Indien Shawnee. Et je vais devoir vous en parler un tout petit peu plus en détail. Dans le premier volume, on voit comment le jeune Alvin, pourvu de tous les talents et dons spécifiques du septième fils d'un septième fils, révèle des aptitudes hors normes à construire. Alvin Maker, Alvin le faiseur, son identité, c'est d'être celui qui veut bâtir, qui veut construire, qui veut relier, qui veut créer des ponts entre les êtres, entre la nature et les humains, et qui doit lutter contre the endmaker, contre le défaiseur, celui qui a pour but de diviser, de séparer, de détruire, d'annihiler, etc. C'est curieux comme ça résonne avec l'actualité d'ailleurs. Je me disais que je me demandais quelles étaient les prises de position d'Orson Scott Card sur la réalité américaine et mondiale d'aujourd'hui. Ce serait assez intéressant de le savoir. En tout cas, il met en scène ce jeune garçon pourvu de dons extraordinaires qui va se confronter dans sa tentative d'unir les hommes et les tribus entre elles au mené du défaiseur, et qui va faire, second volume, la rencontre d'un Indien Shawnee extraordinaire, qui est un personnage qui a existé et que Orson Scott Card a transformé, mais il s'est inspiré de sa vie. Et cet Indien Shawnee, lorsque Alvin le rencontre, est évidemment, comme beaucoup d'Indiens, corrompu par l'arrivée des colons, totalement alcoolique, totalement coupé de lui-même, coupé de ses origines, coupé de sa tribu, etc. Alvin le guérit. Son talent, c'est de le guérir. Il y a une scène très très belle, parce que cet Amérindien est borgne. Et Alvin voudrait, il a 7 ou 8 ans, Alvin voudrait, ou peut-être un peu plus, voudrait le guérir de cette demi-cécité. Et lorsque l'Amérindien lui dit « mais tu m'as guéri », il est très très étonné et il lui dit « mais non, tu es toujours borgne », et l'autre lui dit « non, je suis libéré ». Et il est libéré de tout le bruit insensé qui, dans sa tête, est amené par l'alcool, par la dépossession, Bref, rien que de très compréhensible. Or, avec... comment s'appelle-t-il déjà ? Je ne retiens jamais les noms. Avec Tecumseh, Alvin va vivre des expériences extraordinaires dans la forêt. Parce que la forêt, chez Orson Scott Card, est toujours le lieu où l'harmonie du monde se dévoile. Et en particulier, à un moment donné, Alvin va devoir suivre la tribu des Shawnee sur de très très longues distances. Et tout le monde est très étonné qu'il y parvienne. Et il y parvient parce qu'il entend quelque chose. Je vous lis donc 2 extraits qui mettent en scène le jeune Alvin courant derrière les Indiens, qui eux peuvent courir pendant des jours et des nuits pour une raison que l'on va comprendre en lisant à la lecture de l'extrait. Et ça m'a profondément marqué. Ils sont donc dans la forêt. Le vent sifflait dans les branches, la lumière filtrée par les feuilles en nappe mouvante. Alvin sentait ses jambes s'accorder à un rythme nouveau, un pas fluide, presque porté par la terre elle-même. À ses côtés, les hommes couraient sans effort apparent, silhouette familière dans la forêt profonde. Soudain, une voix s'éleva, nette, posée. C'était Tecumseh qui jetait un regard inquiet en arrière. « Est-ce qu'il suit ?» Un murmure répondit comme une vague qui se propage. « Il court. » À chaque instant où la question revenait, la même assurance répondait « il court ». Ce simple mot était devenu un chant, un témoignage de la transformation du garçon blanc. Il ne se contentait plus de tenir le rythme, il transcendait la course, il devenait la course. Ses pas n'étaient plus seulement des mouvements, ils étaient la respiration même de la forêt, le bruissement des fleurs, des feuilles, la musique du vent. Tecumseh baissa les yeux un instant, impressionné. Puis, d'une voix plus douce, il murmura « Il court comme la rivière, libre et sauvage. »
et la forêt elle-même semblait l'approuver, vibrant sous leurs pieds, complice de cette union rare. Voici la première scène. Autre scène, c'est cette fois-ci un compagnon de lutte d'Alvin, un peu plus tard, qui s'appelle Arthur, et qui décrit ce que c'est que le chant vert qui permet ainsi de courir dans la forêt de la façon suivante. C'est le chant de la vie autour de toi, pas la vie humaine, ce n'est que du bruit la plupart du temps, pas non plus les machines, mais la musique des arbres, du vent, de la chaleur du soleil, la musique des poissons, des oiseaux, des insectes et des abeilles. Toute la vie du monde autour de toi, et tu te laisses faire partie du chant. Je ne peux pas le faire seul, mais quand je suis avec Alvin, il peut m'entraîner dans le chant, et alors je l'entends, et j'ai l'impression que mon corps court tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Je peux courir encore et encore, et à la fin, j'ai l'impression de me réveiller d'une longue sieste. Je n'ai pas faim, pas pendant que je cours, pas soif non plus. Je ne suis qu'une partie du monde, tournant du jour à la nuit, le vent soufflant sur moi, les plantes poussant à travers moi, les animaux passant à travers et par-dessus moi. Voici 2 extraits qui peut-être vous font toucher du doigt à quoi ressemble cette merveilleuse saga. Tout le texte est divin pour cette raison, parce qu'on a vraiment le sentiment d'être, grâce à la littérature, d'être reconnecté à une présence totale au monde, à une forme d'harmonie avec les éléments que moi j'ai le sentiment d'avoir perdu après l'enfance et dont il est de plus en plus difficile, enfin avec laquelle il est de plus en plus difficile de renouer. Mais ce qui est certain, c'est que c'est vraiment... je suis vraiment persuadée que ce qui me rend particulièrement sensible à la musique de ce texte, c'est le fait d'avoir moi-même vécu dans cet état de conscience modifiée que nous avons à l'enfance et qui nous permet d'être au monde sans être à autre chose, qui me permet d'en éprouver toute la joie. Alors, repensant au Prophète rouge, je me suis ensuite demandé quelles avaient été les autres lectures marquantes qui se passent dans la forêt, et j'ai repensé à un texte que je vénère et que vous connaissez peut-être, c'est La Bille Baude d'Henri Vincenot. Il se trouve que j'ai vécu en Bourgogne. Quand j'étais jeune enseignante, quand j'étais assistante dans le département de philosophie de la faculté de Bourgogne, j'ai vécu dans le village voisin de celui où a vécu Henri Vincenot. Le village d'Henri Vincenot s'appelait Commarin et moi je vivais à Semaré. Et j'ai donc découvert cet écrivain extraordinaire qui l'a lu. Il y a plus grand monde de lit Vincenot. Oui. Et aussi les étoiles de Compostelle. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Mais bon, je ne sais pas si on le relit beaucoup maintenant. Je l'ai découvert et la Bourgogne, que j'ai beaucoup aimée, en particulier pour ses forêts, de la même façon que j'aime la forêt d'ici, j'ai beaucoup aimé la forêt bourguignonne. Je vivais près de Pouilly en Auxois et il y avait des très beaux bois tout autour. Et il se trouve que ce sont des bois de chasse. Et je vous lirai après un extrait d'un de mes livres dans lequel le Prophète rouge et la Bille Baude d'Henri Vincenot se retrouvent dans une tentative de mettre en harmonie ce qui peut-être ne peut pas l'être. Alors, dans Vincenot, des passages dans les bois, il y en a autant que de parties de chasse, c'est-à-dire beaucoup. Et je vous en lis un parce qu'il fait la part belle à une chose dont j'avais envie de parler et qui est une tradition depuis longtemps oubliée, sur laquelle je n'ai pas de lumière spécifique, mais les éminents conférenciers qui viendront après moi, sans doute, vous en diront plus là-dessus. Donc notre narrateur, le jeune Henri, vit dans le village de Commarin avec ses parents et ses grands-parents et toutes ses grands-mères et ses grands-tantes et ses grandes cousines. Et parmi les hommes, on ne pense qu'à une chose lorsque les premiers frimas arrivent, à la chasse. L'automne s'était bien installé avec les premières neiges, fondues aussitôt que tombées, on entrait dans le vif de l'année. La saison idéale tant attendue, où après la chute somptueuse des feuilles, le sous-bois devenait chassable. Pour la même raison, la forêt qui est en été un étouffant décor opaque de lourdes courtines de velours vert comme celui d'un salon Second Empire, où l'on ne peut même pas respirer, devient nu, clair et gai comme la basilique de Vézelay ou le cloître de notre abbaye de Fontenay.
De quelque endroit qu'on soit placé, même au plus profond des forts, on voit à travers le gaulis le fond des vallées, la tache des villages avec leur fumée, la brillance des lacs, les roches claires. Oui, pendant l'hiver que les pignoufs appellent la mauvaise saison, la forêt a une âme transparente de moine. On avait tardivement rentré les pommes de terre en pataugeant dans la boue, et tout à coup les neiges apparurent glorieusement, bien avant que la Saint-Martin ne leur eût donné le signal du départ. Puis tout de suite le froid, un froid bien sévère, digne de février, le rêve, vous dis-je. Tous les mâles, jeunes et vieux, étaient en émoi. Le rêve, oui, parce que c'était le bon temps pour abattre, et qu'abattre est une des joies de l'existence. Et justement, cette année-là était une année d'affouage. Là encore, je vous dois un petit cours sur ce droit forestier qui est, comme l'usage du bois et tant d'autres choses, tombé en désuétude. L'affouage, c'est la répartition en lots des bois communaux. Chaque lot est attribué à un feu du village. Ainsi, moyennant un droit d'inscription d'un franc, un franc ancien, chaque chef de famille pouvait en ce temps-là assurer le chauffage de sa maison et cuire son pain, pour peu qu'il ait le courage de monter au bois pour couper sa portion. On partait avant le jour, on mettait une demi-heure pour gravir les raidillons des raccourcis, on arrivait bon premier dans la coupe, on allumait le feu avec les ramets de la veille, au moyen du briquet à amadou. Un à un, les autres arrivaient, on voyait leur feu s'allumer par-ci, par-là, dans la coupe, et on entendait leur cognée qui répondait à la nôtre. On criait à droite « Oh, Auguste !»« Oh !» répondait l'Auguste. Ou bien à gauche « Oh, Denis !»« Oh !» répondait le Denis. Et c'était tout. Ça voulait dire « Bonjour, comment vas-tu ? On est là, tout va bien. » Et les cognés recommençaient leur réponse. Le coup sourd pour tailler, le coup clair à plat pour faire sauter les tels, le psaume était interrompu par l'ample souffle et le cri de l'arbre qui tombait. Je défie qui que ce soit au monde d'inventer travail plus digne de l'être humain, surtout qu'en vérité, cette promenade à l'aller et au retour et ce séjour au cœur des bois ne sortaient pas du domaine de la chasse. On recoupait les voix de toutes les bêtes de la nuit, la petite patte carrée du renard, celle du blaireau, plantigrade prudent, l'empreinte propre et ronde du chat sauvage, celle de toutes les belettes, martres, putois et surtout l'Y du lièvre, le fin sabot du chevreuil et la franche passée du sanglier, sorte de basse venelle, souvent piétinée comme une draille à mouton. Et enfin, on risquait de voir ces bêtes par corps, de fait, on en voyait souvent. Voilà pour Henri Vincenot. Alors, lorsque je suis arrivée en Bourgogne et que j'ai découvert à quel point, découvert ce que la chasse y était devenue, elle était déjà extrêmement loin de ces échappées, en fait, très modestes de chasse que décrit le narrateur. Mais en tout cas, c'est vraiment, ça correspondait vraiment à la forêt de mon enfance et au plaisir que les hommes, que j'avais à y être et à l'explorer, et au plaisir que l'on peut avoir à y être ensemble. Puisque j'avais décidé de faire une petite généalogie de mes propres textes pour comprendre d'où venaient les forêts dans mes textes, j'ai retrouvé un passage de mon 3e roman, celui que j'ai écrit un moment après Élégance du récent et qui s'appelle La vie des elfes. Et dans La vie des elfes, il n'y a pas d'elfes, puisqu'il faudra attendre le 2e volume pour qu'il y ait des elfes, mais ça se passe en Bourgogne, sur les terres d'Henri Vincenot. Je l'ai écrit 10 ans après avoir quitté les forêts de Bourgogne. Comme toujours, il faut une dizaine d'années avant que des lieux et des expériences se métabolisent pour donner un texte. Et le relisant, je me suis rendu compte que dans ce texte, j'essayais de faire la synthèse de l'enfance, la synthèse de la forêt de Chinon, la synthèse de mes lectures de textes dans lesquels se revendiquait une harmonie de l'humain avec la nature, la synthèse et où s'exprimait la nostalgie d'un temps où je pouvais être entièrement connectée à ce que je vivais dans la nature et dans la forêt. Et ça donne le passage suivant où vous allez voir que les auteurs finalement n'inventent rien et que j'ai presque tout piqué à Vincenot et à Orson Scott Card. Et voilà ce que ça donne. Je vous jure que j'en étais pas consciente quand je l'ai écrit. Ah oui, alors il faut que je vous le situe. Donc,
Il est question de Maria, une petite fille, une nouvelle-née, que les paysans d'un village de Bourgogne, qui ressemble à s'y méprendre à celui où j'ai vécu lorsque j'étais jeune enseignante, ont recueillie. Elle a été déposée sur le perron de l'église par une nuit de neige. Nul ne sait d'où elle vient ni qui elle est. Elle est enveloppée dans des langes blancs qui portent des inscriptions espagnoles. Bref, tout est mystérieux dans son arrivée dans ce village. Et au bout d'une dizaine d'années, les paysans qui sont peu prompts à tirer des conclusions hâtives, mais qui quand même sont fins observateurs et fort intelligents, se rendent compte que depuis que la petite est arrivée au village, tout va mieux. Les récoltes sont plus abondantes, les étés sont plus agréables, les hivers sont plus rigoureux, la foage se passe bien, le gibier va bien, il pleut toujours au bon moment, il fait toujours du soleil quand il faut, bref, une sorte d'harmonie étrange règne sur la campagne. Et il se passe diverses choses qui vous importent peu, et voici où je reprends l'histoire. Après les émotions du cheval gris et des tornades offensives, la vie à la ferme, oui, donc elle est dans la ferme des Combes, la vie à la ferme avait repris son cours campagnard, rembourré de chasse, de fromage salé et de courses dans les bois. À présent que le fait des belles saisons avait été validé par les fermes et par le clocher, on pouvait s'y accouder plus tranquille, et en contemplant la neige souple qui, cet hiver-là, couvrit les terres au moment précis où on songeait à la foage, en goûtant au nombre de petits matins craquants comme des galettes qui lançaient des traces roses dans des cieux plus transparents que l'amour, en salant et mettant à confire les beaux morceaux d'un gibier qui semblait ne s'épuiser jamais, en considérant tout cela, on ne manquait pas de hocher la tête ou d'échanger un regard, puis on s'en retournait à son ouvrage sans commenter autrement. À propos de la chasse, le père eut un soir une remarque qui fit dresser un sourcil à Maria. On dînait de lard et de betteraves cuites sous la cendre, accommodées d'une cuillerée de crème mêlée de gros sel. Le gibier est plus juste, mais la chasse, le gibier est plus fourni, mais la chasse est plus juste, dit-il. Il avait raison. La chasse était devenue plus juste. À qui aurait pu penser que l'abondance de gibier mènerait à la jouissance de tuer à l'envie, les faits avaient répondu par un étonnant démenti. De cette générosité qui inondait leurs bois et leur offrait de plus belles prises qu'à leurs ancêtres, les hommes du village avaient conçu une retenue qui leur faisait choisir leur proie avec soin. Ces derniers hivers, on avait mis fin à quelques raouts de sangliers qui déterraient les patates, on avait rempli les caves de salaison et prélevé sa dîme de bonne chair, mais pas plus que ce qu'il fallait pour reconstituer le corps du coup de son labeur. Plus encore, on avait eu le sentiment d'envoyer les piqueurs en émissaires plutôt qu'en éclaireurs et de leur faire ordonner les positions avec une douceur inhabituelle qui faisait de la chasse un art nouveau de l'échange. Oh, bien sûr, les hommes ne partaient pas lever dans les taillis en agitant un drapeau blanc et en demandant poliment aux lapins de se porter au-devant des fusils. Mais tout de même, on les débusquait avec respect et on n'en alignait pas plus que de raison. À la vérité, la remarque du père venait de ce qu'on avait le matin même du bouté hors du territoire communal des chasseurs du canton voisin qui, en souffrance de gibier, étaient venus en contrebande musarder sur les flancs de nos collines, où ils avaient trouvé pléthore de lièvres et de faisans, et même quelques daims, qu'ils avaient canardés comme des sauvages avec des rires gras dont ceux du village avaient été dégoûtés, et ils leur avaient envoyé dire à coups de grenaille et de plomb. Mais le pire est que le jeu n'avait pas cette fois provoqué la glorieuse virile qui en est le vrai but, parce que nos hommes avaient eu le sentiment d'une profanation que l'un d'eux, le Marcelot, comme de juste, résuma fort bien lorsqu'on se fut rentré aux fermes, après avoir expulsé tous les soudards et contrôlé chaque coin de bosquet. Sacré mécréant, aucun respect pour le travail. De là, la remarque du père. Mais Maria pouvait déceler que des événements du jour, il avait tiré des conclusions qui débordaient l'indignation. Voilà comment une enfance à la campagne, un zeste de taoïsme, de la magie amérindienne ont donné un texte que je croyais original et qui finalement n'est que la synthèse, voire la symbiose de toutes ces influences-là, mais vraiment à l'origine de ce goût pour ces références et pour ces textes, et du goût d'écrire ensuite à mon tour quelque chose qui se passe dans la forêt,
Il y a l'enfance, bien sûr. Je pense que c'est le facteur le plus décisif. Alors, il n'y a pas que ça. Je vais explorer un second volet de mon rapport à la forêt, parce que, à côté des lectures qui mettent en scène l'harmonie du vivant et l'harmonie de l'humain avec le vivant au travers de scènes forestières, mais pas seulement, il se trouve que j'avais un autre goût, que j'ai eu très tôt à l'adolescence et qui n'a pas cessé d'être un goût. Les autres romans qui ont fait ma formation, ce sont les grands romans monde, les romans dans lesquels on assiste à la chute d'un monde, les romans dans lesquels il est question de la façon dont quelques-uns, pris dans la tourmente de l'histoire au moment d'un déclin et d'une possible renaissance, mais qui n'est pas encore advenue, se confrontent à cette réalité, à la réalité de l'effondrement de leur monde. Et c'est à l'adolescence donc que j'ai passionnément aimé les romans de Tolstoï, mais aussi Autant n'emporte le vent de Margaret Mitchell. Alors j'ai trouvé aucune scène de forêt dans Autant n'emporte le vent. Je l'ai reparcouru rapidement, mais ce n'est pas un grand roman sur la nature. Qu'est-ce que j'ai aimé de ces grandes sagas de l'effondrement des mondes, du désenchantement, de la perte de l'innocence, de la nécessité de se confronter à la mort qui vient. Le Jardin des Finzi Contini, je ne sais pas si vous connaissez ce texte magnifique. J'en avais noté quelques-uns encore. Le Guépard, bien sûr, que j'ai lu et relu et dont j'ai vu l'adaptation 1000 fois par Visconti. Or, parmi tous ces romans, il y en a un que j'ai cité plus tôt, mais dont je vais vous reparler. C'est plutôt une saga d'ailleurs, qui là aussi m'a profondément marqué et dans lequel il est abondamment, et pour une raison que je vais essayer d'expliquer brièvement, question de forêt. C'est Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Alors là, j'imagine que je ne suis pas la seule lectrice de Tolkien ici, mais pour ceux d'entre nous qui ne l'auraient pas lu, qui n'a pas lu Le Seigneur des Anneaux? Ah, quelques-uns. Pas tant que ça. Le Seigneur des Anneaux est pour moi une œuvre immense qui raconte comment la Terre du Milieu, territoire imaginaire dominé par le règne des elfes, voit le pouvoir des elfes peu à peu s'amenuiser et va nécessairement, mais après maints soubresauts et maintes souffrances, conduire à une nouvelle ère dans laquelle ce seront cette fois-ci les hommes qui régneront sur cette terre mythique et imaginaire. Et vous le savez sans doute, même si vous n'avez pas lu le livre, il met en scène les aventures d'un hobbit, un semi-homme, qui se voit confier par une compagnie mêlant des elfes, des hommes, des nains et des nains, qui se voit confier la tâche de détruire un anneau de pouvoir, d'où le titre, le Seigneur des Anneaux, que convoite un méchant, Sauron, et qui lui permettrait d'asservir le reste des vivants. C'est pour beaucoup un roman d'aventure et de grande imagination. Je me souviens très bien que lorsque je l'ai lu pour la première fois, je devais avoir 14 ans, 13 ou 14 ans. Ce qui m'a attiré dans ce texte, c'est qu'il m'a semblé que c'était un grand roman sur la nature et un immense roman sur la perte de l'innocence qu'ont ceux qui sont en connexion ou en osmose ou en symbiose intime avec cette nature. Or, dans le roman, il y a, dans la saga de Tolkien, il y a plusieurs forêts, toutes très importantes. Je ne me souviens pas de toutes, j'ai relu quelques passages avant de venir vous en parler. Il y a la vieille forêt, il y a la forêt d'Anduin, mais il y a surtout deux forêts qui sont vraiment extraordinaires et qui montrent quels sont les enjeux de la question de la forêt et qui expliquent pourquoi ça m'a passionné très vite à l'adolescence. Donc, les deux forêts principales dans Seigneur des Anneaux
sont une forêt elfique qui s'appelle la Laurienne et qui donne lieu à des descriptions évidemment elfiques, puisque c'est une forêt parfaite avec des arbres imaginaires qui s'appellent les Malornes et qui ont un tronc lisse et argenté, des feuilles d'or même en hiver. La Laurienne, le territoire de l'elfe Galadriel, est évidemment un endroit de perfection esthétique parfaite, mais cette perfection esthétique n'est rien d'autre que l'émanation de la parfaite symbiose dans laquelle tous les vivants de ce territoire, dans laquelle ils sont. Et les descriptions de Tolkien donnent envie d'aller y vivre immédiatement en oubliant tous les tourments du monde. Sauf que ce qui est le plus intéressant, c'est que Galadriel, une des 3 grandes elfes, pourrait très bien revendiquer l'anneau qui doit être détruit et qui permettrait à l'ennemi, à Sauron, d'asservir tous les autres. Et ce qui est très très beau dans la saga, c'est que tous ceux qui pourraient revendiquer le port de l'anneau, tous les elfes qui pourraient le revendiquer ne le veulent pas, parce qu'ils savent que par définition, le pouvoir corrompt, et parce que la question de la domination est à l'opposé absolu de la façon dont ils veulent vivre leur vie de vivants qui sont ordonnés à tout le reste. Il y a de très très belles scènes dans lesquelles on voit les puissants parmi les elfes résister à la tentation et à la corruption du pouvoir. Et donc, l'évidence, c'est que dans Tolkien, la forêt est le lieu où se refuse la corruption du pouvoir. La Laurienne, bien sûr, a comme caractéristique la beauté, la pureté, l'éternité, puisque les elfes vivent longtemps, leur monde se corrompt beaucoup moins vite que les autres, mais il est tout de même mortel. Le règne des elfes va bientôt décliner pour une raison simple, ils refusent le pouvoir. Et ils ne veulent pas dominer. Et pour cette raison, ils acceptent leur mort. Et la forêt de la Laurienne incarne cette résistance à la domination et ce désir de ne posséder rien, mais de bâtir et de construire. Et puis il y a une deuxième forêt importante dans Tolkien. Non ? Non, c'est parce que je voyais une spécialiste de Tolkien devant moi. C'est la forêt de Fangorn, dans laquelle se trouvent des ents, des arbres qui ont été animés par les elfes et qui ont pouvoir de langage et qui ont pouvoir de conscience, mais qui, bien sûr, sont les témoins d'un temps où il n'y avait pas d'hommes. Et où la forêt, avant les hommes et même avant les elfes, était le premier lieu où les vivants ont commencé à être ensemble. Et de la même manière, on voit que la forêt signifie là encore un monde d'avant les appétits de domination qui sont largement attachés à l'espèce humaine et comme un lieu. Alors c'est très très beau les descriptions de la forêt de Fangorn parce qu'elle est très vieille, elle est pas aussi belle et aussi esthétique et aussi léchée que la Laurienne. Il y a des endroits où les arbres sont presque tombés dans une morne dépression. Le chef des Ents, ces arbres animés sylve-barbe, se désole de ce que certains de ses compagnons ont perdu, l'éveil que leur avait permis leur amitié et leur complicité avec les elfes. C'est vraiment magnifique. Mais la conclusion, en tout cas, dans tous les cas, c'est que le pilier même, le pilier de sens de la forêt dans Tolkien, c'est cela, c'est le refus du pouvoir. Et c'est l'acceptation de ce que nulle chose n'est éternelle, elles doivent un jour mourir, et la grandeur de chaque vivant, c'est d'accepter, dans le grand cycle de la vie, de passer au cycle de la mort. Alors, je me suis demandé, pendant très longtemps, je me suis absolument pas demandé pourquoi j'étais fascinée par ces grands romans, pourquoi la chute des mondes me paraissait si un objet d'étude et de curiosité si important. Je ne me posais pas la question tout en étant férocement intéressée par la chose. Et puis, avant de partir vivre au Japon, où j'ai eu la chance de résider pendant 2 ans, il y a une quinzaine d'années,
j'ai lu une phrase de ce livre, alors, sur lequel je pourrais parler pendant des heures, mais que vous connaissez sans doute, de Kakuzo Okakura, qui s'appelle « Le livre du thé ». Le livre du thé, si vous ne l'avez pas lu et que je vous le fais découvrir, j'en suis là encore ravie. Le livre du thé est un texte qui a été écrit par ce grand érudit japonais, féru des arts traditionnels de son pays, écrit en 1906 dans un anglais parfait, à destination des Occidentaux, pour tenter d'éviter les préjugés qui, de toute éternité, ont court-circuité l'amitié des peuples, des continents et des civilisations. Et donc, il commence en disant que c'est dommage que le Japon ne soit respecté sur la scène des nations que depuis qu'il se met à pratiquer le massacre de masse sur les champs de Mandchourie, et que lui, ce qu'il voudrait expliquer au monde, c'est ce que sont les arts profonds, traditionnels du Japon, et en particulier celui qui ordonne tous les autres, l'art du thé. Voilà pourquoi ça s'appelle le livre du thé. Alors, il n'est pas exactement question de forêt dans le livre du thé, mais il y a un passage que je vous lirai tout à l'heure qui en parle et qui va m'amener à la suite. Oui, parfait. Mais la phrase que j'ai lue et qui m'a fait comprendre pourquoi j'étais si fascinée par Tolkien, par Tolstoï, par Margaret Mitchell, est la suivante. Nous sommes en 1906, Kakuzo Okakura parle de la manière dont le rituel et l'art du thé a évolué dans l'Asie, et il parle en particulier de la Chine. Mais la phrase qu'il prononce à propos du chinois d'aujourd'hui, à son époque, vaut pour le monde en général. Et je pense qu'on peut sans problème remplacer chinois par monde. Pour le chinois d'aujourd'hui, le thé est certes un délicieux breuvage, mais non pas un idéal. Les longs malheurs de son pays lui ont enlevé le goût de la signification de la vie. Il est devenu moderne, c'est-à-dire vieux et désenchanté. Et j'ai compris en lisant cette phrase, ce qui faisait l'objet de ma réflexion depuis si longtemps, l'intuition depuis que j'étais enfant, et peut-être parce que je vivais au milieu de la nature, en sachant que la nature demeure tandis que les hommes, les civilisations sont mortelles, l'intuition que la modernité, ce n'était pas la jeunesse, que c'était au contraire le désenchantement et la vieillesse. La forêt étant exactement ce qui incarne l'inverse, la possibilité de l'enchantement et la possibilité d'une forme d'éternité que nous autres, les hommes, ne sommes pas capables d'atteindre, sauf à méditer longtemps et longuement. Alors, il y a aussi puisque j'ai relu le texte en cherchant la forêt dans le livre du thé, lisez-le si vous ne l'avez pas lu, parce que c'est vraiment un texte que je lis et relis, enfin un texte sublime, que je lis et relis sans cesse, et qui à chaque fois m'éblouit et dévoile de nouvelles facettes de sens et de signification. Il se trouve que le chapitre 6 du livre du thé s'intitule « Les fleurs » et que ça va nous amener tout droit au Japon. Et non plus dans l'enfance et dans l'adolescence, mais dans la maturité. Chapitre 6, les fleurs. Dans la grise et tremblante lumière d'une aube de printemps, n'avez-vous jamais senti, en entendant murmurer les oiseaux dans les arbres de la forêt, avec une cadence mystérieuse, que ce ne pouvait être que des fleurs qu'ils parlaient entre eux? Alors là, il y aurait vraiment beaucoup à commenter. Le Japon, en 2 mots, après la forêt de Chinon et la forêt de Bourgogne. Le Japon, j'y suis arrivée en 2008. C'était un vœu très cher que j'avais depuis longtemps, que de pouvoir y aller, et rêve suprême d'y pouvoir y résider. Le succès de l'élégance du Hérisson m'a ouvert les portes de la Villa Kujoyama et d'une résidence plus longue que celle de la Villa, puisque je suis restée à Kyoto pendant 2 ans. Et ce qui s'est passé là-bas est le fait que ma vision du monde en a été totalement transformée, intellectuellement, esthétiquement, personnellement. Le Japon, sur lequel je n'ai aucune expertise particulière et auquel je ne comprends rien, et qui année après année est un mystère qui s'épaissit pour moi,
Le Japon a produit sur moi des impacts qu'en tout cas je peux essayer d'analyser sans pouvoir les référer à une cause particulière. Ce qui est sûr, c'est que le Japon a été pour moi le moment où je suis passée de la forêt à l'arbre, puis de l'arbre à la fleur, puis de la fleur à la pierre et de la pierre à la mousse. Alors, en 5 minutes, ça va être un peu rapide à expliquer, mais je vais y arriver. Je vais vous raconter, en fait, ça va être beaucoup plus simple que je fasse comme ça, et puis après, je vous lirai juste 2 passages. Je vais vous raconter ma première journée au Japon, après l'arrivée, la veille très tard. Ma première journée au Japon a commencé par la visite des jardins du pavillon d'argent, qui sont parmi, je crois que ce sont après tous ceux que j'ai vus ensuite, je crois que ce sont mes jardins préférés. Qui a déjà vu les jardins du pavillon d'argent à Kyoto? D'accord. Les autres, vous avez de la chance. Il vous reste à les découvrir et j'invite toujours ceux qui vont en être à cette première fois. L'expérience de l'arrivée dans les jardins du pavillon d'argent, c'est une expérience totalement sidérante. Vous ne pouvez imaginer jardin plus artificiel que le jardin des pavillons, comme tous les jardins zen et comme la moitié des jardins du Japon. Le principe même du jardin, c'est que tout y est parfaitement artificiel, sauf bien sûr la réalité organique de ce qu'on y a mis. Mais l'intention, la disposition, c'est avant tout de l'artifice. J'arrive dans ces jardins, lorsque nous sommes en Occident devant une œuvre d'art, nous sommes devant une œuvre d'art. Il est très rare, sauf dans l'art contemporain et encore, d'être en immersion dans l'œuvre d'art. Vous pouvez le faire dans certaines extases artistiques face à un tableau de maître. Vous pouvez soudain être emporté et être dans un hors-temps et un hors-espace. Ce sont des ravissements qui arrivent parfois. Mais là, d'emblée, avant même d'avoir éprouvé la moindre extase, vous êtes dans l'œuvre. Et ce que j'ai éprouvé, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à l'analyser, mais j'ai réussi à la fin. Ce que j'ai éprouvé ce jour-là était vraiment incroyable. Il y avait bien sûr l'émotion esthétique, parce que c'est extrêmement beau. Il y avait aussi ce sentiment vraiment curieux que tout était artificiel et que pourtant j'avais l'impression de regarder la nature dans les yeux. Et quand je dis la nature, je dis tout. Le végétal, le minéral, oui. Donc, c'était fou parce que c'est tellement incroyablement parfait, tellement artificiel, c'est tellement elfique et pas humain. Et en même temps, vous avez le sentiment que vous êtes au cœur même de l'essence de la nature. Donc ça, ce paradoxe-là est quand même fou. Et puis, il s'est passé un vacillement temporel qui a été la matière de mon extase de ce jour-là et qui n'est pas qu'une extase esthétique. C'est une chose qui arrive en présence d'une œuvre d'art, mais qui cette fois est arrivée dans l'œuvre d'art elle-même. J'avais, pour la première fois depuis très longtemps, pour la première fois sans doute depuis l'enfance, j'avais le sentiment d'être à la fois totalement présente aux choses et à moi-même, dans un ici et maintenant libérateur, où tout se passait, encore une fois, ici et maintenant, sans plus aucun parasitage, aucune scorie temporelle, rien d'autre que cette bulle merveilleuse dans laquelle je me trouvais. Et en même temps, j'avais l'impression de pénétrer dans l'épaisseur du temps et de vivre quelque chose qui était proche de l'éternité, ou un sentiment d'éternité, bien sûr, subjectif. Et cette conflagration entre l'épaisseur du temps et l'incarnation, là, ici et maintenant, je m'en suis rendu compte, et précisément la raison pour laquelle j'écris. La raison pour laquelle j'écris, c'est que je n'ai plus l'accès au monde que j'avais lorsque j'étais enfant, que je ne peux plus courir dans la forêt avec le sentiment qu'il est possible de devenir Wagden, l'homme qui vit dans les bois, qu'il m'est vraiment très très difficile d'être dans une relation osmotique, présente, que peut-être la méditation parfois permet d'atteindre, mais que moi, j'atteins par la littérature, en lisant et en écrivant des livres. Et permettez-moi juste, parce que nous ne nous lassons jamais d'entendre ces phrases, de vous lire les phrases de Proust, et de faire le lien avec ce qui précède et avec la forêt. Mais avant, oui, les phrases de Proust.
Le temps retrouvé, vous les connaissez bien sûr. La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, ce n'est plus la vie sensuelle où on éprouve la satisfaction des désirs, c'est la vie prise par le souvenir. Seul l'artiste, grâce à son style, peut nous faire goûter cette vie-là. La littérature, en ce qu'elle est une vie éclaircie, une vie rendue visible, met à nu ce qui, dans la vie ordinaire, reste confus et obscur. Voilà exactement ce que le jardin zen fait à ma compréhension du monde. Et cela me permet ensuite de retourner dans la forêt avec un sentiment d'aiguisement et de perception accrue bien supérieur à celui que j'avais avant, par l'artifice du jardin, par cet éclaircissement essentiel. Il y a enfin une possibilité de revivre quelque chose qui est de l'ordre de la plénitude. J'ai pas le temps de vous lire les 2 passages que j'avais prévus, mais c'est pas plus mal. J'avais envie de vous lire un passage de la suite de la vie des elfes, dans laquelle un elfe qui s'appelle Pétrus et qui vient de la province des bois obscurs s'y ennuie à mourir et ne veut qu'une seule chose, alors que son espèce est privée de la joie de pouvoir raconter des histoires. Lui, il voudrait vraiment pouvoir comprendre les fictions des humains. C'est une description qui est encore infiltrée de ma mythologie enfantine, de mon plaisir à courir dans les bois, mais où se dessine tout de même le goût pour la littérature. Et voici, c'est le 5e roman qui se passe au Japon et qui s'appelle Une rose seule. Voici l'explication de la raison pour laquelle je suis passée de la forêt à l'arbre, puis à la fleur, puis à la mousse, puis à la pierre. Rose, l'héroïne de ce roman, une Française qui se rend à Kyoto où vient de mourir un père japonais qu'elle n'a jamais connu, découvre la ville et elle va dans le jardin du Nanzenji, mon 2e jardin préféré après les jardins du pavillon d'argent. Et je pense que certains d'entre vous sont déjà allés. C'était une ère extraordinaire, partout des temples, des arbres, de la mousse, de grands porches aux ailes recourbées. Elle marcha jusqu'à un immense portail à 2 niveaux de toit, avec un étage à cloison de papier et une coiffe de tuiles grises. Au travers, on voyait les branches des érables et au loin, devant un temple, un grand encensoir d'où montaient des volutes pâles. Il y avait du vent, on entendait claquer des bambous invisibles et l'air sentait la pluie. Elle gravit les marches qui menaient au portail percé de 2 grandes ouvertures rectangulaires appuyées sur de gigantesques piliers. Elle passa de l'autre côté, eut le sentiment de franchir un écran invisible, arpenta l'allée jusqu'à la vasque de bronze. L'encens faisait le monde épais. Traversant les parfums, elle sentit leur sceau s'imprimer. À droite, elle rallia l'entrée principale et la suivit jusqu'à l'entrée du Nanzenji. Derrière elle, Kanto se matérialisa, paya l'entrée, lui tendit un morceau de papier et repartit. La blancheur des murs extérieurs la surprit, aussi que la pénombre des galeries de bois. Par ce prologue obscur, entrant de nouveau dans la lumière, quelque chose la prit à la gorge. Je vois pour la première fois. Elle s'assit sur le sol, resta à contempler le rectangle de sable et de verdure. Tout autour couraient les galeries intérieures, puis des murs, surmontés de tuiles grises. Au devant, dans la longueur, on avait ratissé un sable gris de lignes parallèles, droites et courbes. À l'arrière-plan, précédant l'enceinte, se jouait une partition de 4 arbres caressés d'une marée de mousse, de pierres anciennes et de quelques buissons d'azalées. C'était le jardin le plus sobre, le plus étrangement révolu qu'elle eût jamais vu, revenu d'une traversée des âges géologiques. Pourtant, tout y était vivant. Le mouvement immobile, pensa-t-elle, limpide et vibrant, la présence absolue des choses, la leçon dernière du monde. Combien de siècles pour parvenir à ce présent total? Elle leva la tête et vit la superposition du sable, de la mousse, des arbres, des murs, des tuiles. Au-delà, les arbres accrochés à la colline, disposés comme des sculptures, lancés enfin dans l'encre du ciel. Vit l'esprit vivant de l'architecture, sa nature changeante et parfaite. Parfaite, dit-elle à voix haute. Et voici où j'en suis de la forêt. Merci beaucoup pour votre interprétation des forêts de Tolkieniennes, si je peux dire. Rapide.
mais tout de même présente. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue un petit peu avec ces descriptions, c'est que la forêt de Fangorn, pour moi, elle ressemble tout à fait à une forêt primaire, en fait, avec finalement des arbres qui ont des formes, des tailles différentes, et puis surtout des âges différents. Il y en a des petits, vous avez dit, il y en a des mourants. C'est effectivement des arbres qu'on va voir dans des forêts primaires. Et à l'inverse, dans des forêts secondaires, ils sont très lissés, ces arbres, en fait, finalement. Et ils sont lissés parce qu'on fait en sorte qu'ils le soient. Et dans ce cas-là, finalement, cette forêt lothlorienne, elle est sous influence des elfes. Oui. Donc, est-ce qu'il n'y a pas du pouvoir qui est venu se glisser là-dedans? Oui, c'est pas le pouvoir des hommes. C'est le pouvoir des elfes qui n'en veulent pas, contrairement aux hommes. Oui, mais c'est vrai. Mais le paradoxe, c'est toujours le paradoxe, la réalité de la saga, il me semble, c'est que ceux qui se laissent corrompre par le pouvoir, ce sont les hommes. Tandis que les elfes, eux, le refusent, puisqu'ils savent que le seul pouvoir qu'ils puissent jamais avoir, c'est celui de construire, et non pas de posséder. D'une certaine façon, mais enfin, tout à fait hasardeux ce que je vous dis là, parce que je ne suis pas du tout une spécialiste de Tolkien. Dans la saga, on voit que les hommes ou les hobbits qui sont restés dans la comté et qu'il va falloir reconstruire après la victoire, sont ceux qui sont comme maîtres et dominateurs d'une nature qui leur est offerte. Ce sont les cartésiens de l'histoire, tandis que les elfes, eux, ont compris l'osmose et la symbiose nécessaires. J'ai beaucoup aimé l'évocation que vous aviez du Japon et de ces jardins, parce que bon, je les ai fréquentés un petit peu et c'est tout à fait ce que j'ai ressenti. C'est à la fois hyper construit, hyper pensé, chaque tournant de la branche, etc. Mais c'est la nature, c'est tous ces éléments à poser. Et je crois que la plus belle image, et je ne veux pas commenter plus que ça, mais la plus belle image que j'ai, c'était un jardinier, avec un habit traditionnel, qui était dans un parterre de couleur verte. Et puis il y avait un camélia derrière. Et je m'approche, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse des feuilles ou... Et en fait, le parterre, c'était pas de l'herbe, c'était un parterre de mousse. Et en fait, il arrachait à la main, un à un, les brins d'herbe pour faire ce jardin de mousse. Et donc, il y avait ce besoin de le faire le plus magiquement possible et le plus beau possible. Et alors, donc, il avait ratissé, il avait nettoyé, il avait son panier en osier. Enfin, c'était vraiment la carte postale. Et donc, ces camélias avaient ces fleurs rouges sang, assez grosses, comme ça. Et tout à coup, il y a une fleur de camélia qui tombe sur le parterre de mousse qu'il avait totalement nettoyé. Il a regardé, et je me suis dit, il va être en colère ou quelque chose. Mais non. Et non, il a souri. Il a souri, il l'a laissé. Il est parti un peu plus loin, et plus tard, il est revenu, et délicatement, il l'a posé dans son panier où il avait mis ses brins d'herbe. Et ça, pour moi, cette image, je ne peux pas l'oublier. C'est tellement magnifique. Enfin, c'est splendide. C'est tellement fin et voilà. Et naturel. Oui, c'est ça le paradoxe. Dans un des plus beaux films de Yasujiro Ozu, que d'ailleurs je cite dans mon deuxième roman, qui s'appelle Les Sœurs Munakata, il y a un dialogue à la fin entre... c'est l'histoire de deux sœurs. Il y a un dialogue à la fin entre l'une des sœurs et son père. Ils viennent de visiter le Kokedara. Kokedara, ça veut dire le temple des mousses, le Sahyoji, qui est un jardin absolument sublime à l'ouest de Kyoto, qui ressemble à un sous-bois. Hein. C'est pas un jardin zen, hein. C'est vraiment un jardin une aire de mousse et d'arbres. Et c'est un petit sous-bois. Et le dialogue est le suivant de mémoire. Le père dit comme c'était beau ce temple. Non, la fille dit comme c'était beau ce temple des mousses. Et il dit et ce camélia sur la mousse du temple. Et il dit tu l'avais remarqué? Il dit oui. Comme c'était beau. Et il commente ce que le Japon est en train de devenir. Et il dit cette manière aujourd'hui de critiquer les anciennes choses, c'est absurde parce que tout l'art du thé et tout le cœur même du Japon, c'est ça. C'est le camélia sur la mousse du temple. Ce film est sublime. Hein. Et Sœur Munakata, c'est celui qui me bouleverse le plus. Et qui montre donc que, tout comme la littérature est une vie éclaircie, le jardin de mousse est une nature éclaircie.
c'est de cette façon que je le lis, en tout cas, là où j'en suis de mes réflexions. Vous avez fait la filiation entre la forêt, l'arbre, les fleurs, les mousses, la pierre. Moi, j'entends que vous êtes en train de nous parler de l'origine du monde et de la vie. J'en suis ravie. Voilà, donc ça nous touche forcément tous. Et puis, enfin, donc voilà, c'était juste pour savoir si vous aviez envie d'aller un petit peu plus loin, de nous en dire un petit peu plus. Et puis peut-être soulever un petit paradoxe par rapport, que je ressens par rapport aux forêts. J'ai sans doute vécu une enfance qui ressemble à la vôtre, dans les campagnes très libres, etc., courant les forêts. Aujourd'hui, on ne court plus les forêts, on rêve des forêts, on s'arrête à la lisière, on a peur des forêts, on a peur de ce qui s'y... ça, c'est juste des résultats d'enquête. Hein. Je ne suis pas en train de... C'est parce que j'ai lu une enquête là-dessus où c'était une enquête sociologique sur la pratique des forêts par nos contemporains et qui la fantasme beaucoup, mais en même temps s'arrête dans la centaine de premiers mètres tant qu'on y voit encore clair, quoi, tant qu'on n'est pas en train de s'enfoncer véritablement dans le cœur de la forêt, qui est quelque chose de très différent des pratiques que pouvaient connaître, que moi j'ai pu connaître en accompagnant mes parents, enfin les cueillettes, tout ça c'était quelque chose de très fort. Et puis la chasse, les chasseurs, on allait loin dans les cœurs de forêt, on partait pour la journée, quoi. Ouais. Voilà, donc c'était juste ces deux observations. Donc, je vous remercie. Juste 2 commentaires, parce que sur l'origine du monde, il faudrait 3 heures encore pour discuter, et j'ai vraiment pas de lumière particulière. Sur la forêt, l'arbre et la fleur, j'ai lu brièvement, j'avais pas le temps de faire tout ce que j'avais prévu, mais j'ai lu brièvement ce que disait Kakuzo Okakura sur le fait que les arbres de la forêt ne pouvaient parler entre eux que de fleurs. Si l'on réfléchit, enfin si j'essaye de réfléchir à mon goût pour les fleurs depuis toujours, et au fait que d'ailleurs ce roman s'appelle Une rose seule et qu'il y ait question de fleurs en permanence, c'est parce que pour moi, non pas pour moi, mais finalement la fleur paraît à l'œil humain ce que la nature produit spontanément de plus artistique. C'est la première expression artistique... non pas la première, mais c'est une expression artistique majeure et pourtant totalement spontanée et naturelle. Et ça me paraît assez évident d'aller de la forêt de Thoreau aux fleurs des jardins zen, dans l'optique qui est la mienne, qui est celle à la fois sur le plan personnel, de l'enfance à la maturité, mais aussi sur le plan de la perception du monde que j'ai, de la nécessaire confrontation au désenchantement, qui est le lot des sociétés modernes. Je ne sais plus du tout comment j'ai commencé ma phrase, mais bref, c'est pour cette raison qu'il me semble que le pouvoir, grâce à la littérature et à plein d'autres disciplines qui éclaircissent les sens des choses, il me semble que c'est par là que nous pouvons réenchanter quelque chose. Et vous avez dit une autre chose. Ah oui, non, je rends juste grâce à la licence qui était la nôtre lorsque nous étions enfants, de pouvoir explorer. Les enfants d'aujourd'hui ne peuvent plus explorer de la même façon que nous. C'était quand même une liberté incroyable. Je me souviens que je partais le samedi matin avec ma copine Brigitte et qu'on ne rentrait pas à la maison avant le soir et personne ne s'en inquiétait. Enfin, de temps en temps, on rentrait, on mangeait un morceau, on repartait. C'est vraiment une grande chance. Et une société qui est privée de cette chance ne peut pas aller bien, ça c'est certain. Madame, vous aviez une question, je crois. Je voulais simplement rebondir sur Vincenot. Je me souviens avoir lu ce livre, mais bon, c'est très vieux et je ne me souvenais pas qu'il avait parlé de l'affouage. Mais l'affouage existe dans mon village, c'est-à-dire dans le hameau de mon village. Et nous avons une section de commune et nous défendons mordicus, justement cette section de commune que, évidemment, les gouvernements successifs aimeraient bien voir disparaître parce que c'est vieux, ça existe aussi, je crois, dans la vallée d'Aoste. On avait reçu une fois au village un monsieur qui s'intéressait justement et qui... bon, je ne peux pas expliquer en détail, hein, mais voilà. Donc, mais malheureusement, il y a quelques
hommes surtout, enfin du village, qui s'occupent de l'affouage, mais ça va disparaître parce que bon, ils sont déjà, les jeunes, ça ne les intéresse Ça plus. les intéresse pas. Non, et j'habite à côté de Genève, donc bon, les étrangers s'intéressent parce que nous avons beaucoup d'étrangers dans notre village, mais évidemment l'affouage, c'est quelque chose. Je pourrais avoir un lot et m'en occuper dans la forêt, mais bon, je n'ai ni tracteur ni la force de faire ça. Voilà. Donc ça va peut-être disparaître, mais peut-être pas, je ne sais pas. Bah, en tout cas, dans Vincenot, merci beaucoup. Dans Vincenot, c'est une Feux poésie fumants voilà, insondable. ce qu'on appelait les feux fumants. Hein. Ah oui. Et il y a un jeune Anglais qui est venu dans notre hameau et qui a, pour faire justement un master, ou je ne sais plus, à propos de ça. Bon, il y a des anthropologues dans le village aussi qui s'intéressent, mais eux, c'est surtout l'Afrique. Enfin, ils sont aussi Des ils s'occupent aussi de anthropologues. l'affouage, quoi. Quelle On verra chance. si ça continue. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.